Comment va-t-elle depuis la soirée? La question de son collègue a éveillé mes soupçons. J'ai trouvé la vidéo d'elle avec un autre homme et, sans un mot, j'ai disparu. Malgré ses 47 appels cette nuit-là, je n'ai jamais répondu. Je ne suis pas un homme jaloux. Je ne l'ai jamais été. Au contraire, j'ai toujours été un peu trop confiant. Le genre de petit ami qui dit, bien sûr, va t'amuser, qui ne vérifie jamais son téléphone, ne remet pas en question ses amitiés ou ne demande où elle va. Je croyais bêtement que le respect mutuel suffisait. Que si l'on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de l'interroger. On n'a pas besoin de suivre sa position. On fait juste confiance. Ce jour-là m'a appris à quel point j'avais tort. Tout a commencé par quelque chose de petit, de stupide. Un commentaire, une seule phrase, quelques mots. J'étais passé à son immeuble de bureau ce lundi après-midi pour lui déposer le chargeur de son ordinateur portable. Elle l'avait oublié le matin même et m'avait envoyé un SMS en panique. Je me suis dit que je passerais pendant ma pause déjeuner, je le lui donnerais, et peut-être que nous prendrions un café rapide ensemble. C'est là que je suis tombé sur Julien dans le hall. « Salut, mon pote », m'a lancé son collègue Julien avec cette fausse joie amicale. « Comment va-t-elle depuis la soirée ?» J'ai cligné des yeux. « Quelle soirée ?» Il s'est figé. Littéralement figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur « pause » avec une télécommande. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Puis il a masqué sa gêne avec un rire beaucoup trop fort. « Oh. Rien. Laisse tomber, mec. » « Non, ai-je dit, calme. Neutre. » « Quelle soirée ?» Son visage est devenu rouge et il s'est frotté la nuque. « C'est juste que... Je pensais que tu savais. Ce n'est pas important. » C'est à ce moment précis. L'étrangeté. Le passage immédiat d'une plaisanterie désinvolte de collègue à une panique évasive. La façon dont il ne pouvait pas croiser mon regard. La façon dont il traînait les pieds comme un enfant pris en faute. Quelque chose en moi s'est glacé. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas accusé. Je n'ai même pas haussé la voix d'un seul ton. J'ai juste répété doucement, « Quelle soirée ?» Il a simulé une toux. Le séminaire d'entreprise. Le week-end dernier. Elle ne t'en a pas parlé? C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Pas seulement parce qu'elle ne l'avait pas mentionné, même si c'était déjà assez bizarre. Mais parce qu'elle m'avait dit qu'elle passait ce week-end chez son amie Amélie. Un week-end bien-être, comme elle l'appelait. Une soirée entre filles. Masque pour le visage, vin, film. Je leur avais même acheté leur snack préféré. J'étais resté seul à la maison, sans me douter de rien. Maintenant, Julien agissait comme un homme sur le point de prendre la fuite. Ah oui, ai-je dit. Le séminaire. Il a hoché la tête avec beaucoup trop d'empressement. Ouais, ce n'était rien. Juste des activités de cohésion d'équipe. Totalement banales. Bien sûr, banales. Sauf qu'il avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Il s'est esquivé avec une excuse à propos d'une réunion et je ne l'ai pas poursuivi. Je ne suis pas monté la voir. J'ai laissé le chargeur à l'accueil et je suis retourné à ma voiture. Je suis resté assis là un moment, fixant le tableau de bord, sentant ce tourbillon lourd et nauséabond dans mon estomac. Elle avait menti. Cela seul ne prouvait rien, mais c'était suffisant pour que mon cerveau passe en revue les moments forts. Le besoin soudain de solitude, la consultation constante de son téléphone, les nouvelles amitiés au bureau, les soirs où elle rentrait tard, les explications du genre « ne t'inquiète pas », la distance émotionnelle étrange. J'avais tout ignoré. Elle disait que c'était le stress, le travail, les hormones, la vie. Tout sauf la vérité. Je ne voulais pas supposer le pire. Je ne voulais pas être ce type-là. Alors, je me suis forcé à respirer. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Que peut-être elle ne voulait tout simplement pas parler du travail pendant ses jours de congé. Que peut-être le séminaire était ennuyeux ou insignifiant, ou quelque chose qu'elle n'avait pas jugé utile de mentionner. Mais ensuite est venu le deuxième coup. 2 heures plus tard, alors que j'étais assis dans ma voiture devant un café, je parcourais Instagram. C'est là que je l'ai vu. Quelqu'un avait posté une story du séminaire, publiée il y a à peine 1 heure. Pas elle,
une de ses collègues que je connaissais à peine. Le genre de personne qui identifie tout le monde sans réfléchir. Le séminaire avait eu lieu le week-end dernier, mais les gens postaient encore des photos et des vidéos restantes le lundi. J'ai fait défiler les images. Des collègues de bureau posant près d'un lac. Quelqu'un faisant du paddle. Des gens riant autour d'un feu de camp. Normal. Puis est venue la vidéo. Une piste de danse bondée. Une musique forte qui martelait à travers le haut-parleur du téléphone. Des lumières clignotantes. Et elle était là. Au centre de l'image, se déhanchant contre un homme. Pas seulement danser. Pressé contre lui d'une manière qui a glacé tout mon corps. Ses mains sur ses hanches, ses bras autour de son cou, sa tête penchée en arrière alors qu'elle riait. Son sourire. Je connaissais ce sourire. C'était le sourire qu'elle avait quand elle oubliait que le monde existait. Le sourire que je pensais m'être exclusivement réservé. Je l'ai regardé une fois, une seule fois. C'est tout ce qu'il a fallu. Je n'ai pas explosé de rage. Je n'ai rien cassé. Je ne l'ai pas appelé en hurlant. Je n'ai même pas versé une larme. J'ai juste senti tout en moi devenir immobile. Vide. Silencieux. Comme si quelqu'un avait coupé le son dans ma tête. J'ai regardé l'heure. 14h47. Elle serait au travail encore quelques heures. J'avais le temps. Je suis rentré chez moi, je suis entré dans notre appartement, j'ai regardé les meubles que nous avions achetés ensemble, les photos de nous sur le mur, les petites babioles stupides de nos vacances. J'ai vu le pull qu'elle m'avait emprunté posé sur le canapé, celui que j'avais toujours trouvé lui allait si bien. Je l'ai ramassé et je l'ai plié. Puis j'ai commencé à faire mes valises. Pas frénétiquement, pas avec colère. Méthodiquement. J'ai pris les cartons vides dans le placard et j'ai commencé à les remplir avec mes affaires. Mes vêtements, mes livres, mes vinyles, mon ordinateur portable. Tout ce qui était à moi est allé dans ma voiture. Chargement après chargement. Je ne touchais pas à ces affaires. Cela l'aurait alerté immédiatement. Je me retirais simplement de l'équation. Je n'ai pris que ce qui était à moi. J'ai laissé les meubles que nous avions achetés ensemble, laissé les photos sur les murs, laissé tout ce qui était partagé exactement où il était. L'appartement aurait l'air identique quand elle entrerait, sauf que je n'y serais plus. À 18h30, ma voiture était chargée. L'appartement semblait intact, comme si j'étais juste sorti faire des courses. J'ai retiré ma clé de mon porte-clés et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. Puis je suis sorti et j'ai verrouillé la porte avec le double que je gardais dans mon portefeuille. J'ai glissé ce double sous la porte une fois terminé. Pas de mots, pas d'explication. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle ne méritait pas mes mots. Quand j'ai refermé la porte de l'appartement derrière moi pour la dernière fois, le clic m'a semblé définitif, solide, comme si quelque chose s'était verrouillé en moi. Je suis allé à un hôtel. Rien d'extraordinaire, juste propre et calme. Je me suis enregistré à 19h18. Pile à l'heure. Elle a envoyé un SMS, « Chérie, je rentre à la maison. Tu veux que je prenne quelque chose à manger ?» Je n'ai pas répondu. À 19h42, tu es là. Je n'ai pas répondu. À 20h06, quelque chose ne va pas. Toujours le silence. Puis à 20h19, le premier appel. Je l'ai ignoré. 20 minutes plus tard, un autre. Je l'ai ignoré. Puis un autre. Ignoré. Puis le déluge a commencé. Coup sur coup. L'un après l'autre. Sans relâche. Elle était rentrée dans un appartement vide. Pas vide de meubles, mais vide de moi. Mes vêtements avaient disparu du placard. Ma brosse à dents de la salle de bain. Mes chaussures manquaient du meuble à chaussures. Mon ordinateur portable, mes livres, ma guitare. Tout avait disparu. Au début, elle a probablement pensé que j'étais juste sorti, peut-être pour dîner, peut-être à la salle de sport. Mais alors que les minutes se transformaient en 1 heure, que mes affaires restaient absentes et que je ne répondais pas, elle a commencé à paniquer. 47 appels à 2 heures du matin. 47. Tous sans réponse. Elle a laissé des messages vocaux. Elle a envoyé des paragraphes.
Elle a envoyé des messages confus, puis de colère, puis désespérés. Je n'ai répondu à rien. Pas une seule chose. Parce qu'au moment où j'ai vu cette vidéo, au moment où je l'ai regardé enlacer un autre homme comme si je n'avais jamais compté, quelque chose en moi a finalement changé. J'avais été loyal. J'avais été patient. J'avais été confiant. Et elle avait jeté tout ça pour une aventure d'un week-end et un moment d'attention. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas négocié avec quelqu'un qui avait déjà choisi quelqu'un d'autre, même si ce n'était que pour une nuit. Je suis simplement parti. Je ne lui devais pas de conversation. Je ne lui devais pas mes larmes. Je ne lui devais pas de tourner la page. Elle a fait son choix, et j'ai fait le mien. Je n'ai pas dormi cette première nuit. Pas parce que j'avais le cœur brisé. J'étais au-delà de ça. Je ne pouvais tout simplement pas éteindre mon cerveau. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette vidéo. Pas la danse, mais le sourire. Cette joie authentique et sans défense sur son visage alors qu'elle était pressée contre quelqu'un d'autre. Le téléphone sur la table de chevet a vibré sans relâche jusqu'à environ 2 heures du matin. Puis il s'est arrêté. J'ai supposé que sa batterie était morte ou qu'elle avait finalement réalisé que je ne réagissais pas comme elle s'y attendait. Parce que c'est ça, le truc. Elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à des cris, des larmes, des disputes, des accusations. Toute la performance dramatique qu'elle aurait pu déformer en un « nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas ». Elle voulait une scène. Je lui ai donné le silence. Le silence est plus difficile à manipuler. Vers 6 heures du matin, elle a réessayé. 2 appels, un SMS. Chérie, s'il te plaît, réponds. Bien sûr. C'est comme ça que tu appelles un homme quand tu as fini de te déhancher sur un autre type lors d'un événement professionnel que tu as commodément oublié de mentionner. À 8 heures, elle a changé de stratégie. Il faut qu'on parle. Traduction, elle avait besoin de mon aide pour réécrire l'histoire afin de ne pas passer pour la méchante. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis sorti prendre un café. Vers midi, son ton a de nouveau changé. Où es-tu? Je suis inquiète. Inquiète d'avoir perdu son filet de sécurité. Pas inquiète pour moi. Au moment où le soleil s'est de nouveau couché, elle est passée à la vitesse supérieure. Si tu ne réponds pas, je viens te chercher. Elle ne le ferait pas. Elle ne savait même pas où chercher. Elle a rappelé 2 fois, puis a envoyé un long message d'un paragraphe sur la communication et les malentendus, et comment, ça ne voulait rien dire. Je n'ai pas répondu non plus. Je ne me sentais pas obligé d'expliquer les bases du respect à quelqu'un qui, de toute évidence, n'en saisissait pas le concept. Dans la soirée, elle a finalement atteint l'étape que j'attendais. On peut juste tout effacer et recommencer? La voilà. La panique, la peur, la prise de conscience que son petit plaisir inoffensif avait des conséquences. Mais voilà le truc. Je n'étais pas intéressé à la regarder passer par le déni, la manipulation, la justification et la négociation. J'en avais assez vu. J'ai quitté l'hôtel le lendemain matin, j'ai pris mon sac et j'ai conduit jusqu'à chez mon frère, à 2 heures de là. Il n'a pas posé de questions, m'a juste tendu une bière et m'a montré la chambre d'amis. Ses appels ont continué. Ses messages se sont accumulés. Son désespoir a grandi. Je suis resté silencieux, et le silence était plus assourdissant que tout ce que j'aurais pu dire. Le 3e jour, elle est passée en mode révisionniste complet. Je savais que ça arriverait. Les infidèles réécrivent toujours l'histoire. Non pas parce qu'ils croient au mensonge, mais parce qu'ils ont désespérément besoin que vous y croyiez. Sa première tentative est arrivée en milieu de matinée. SMS numéro 1, on peut parler? Ce n'est pas ce que tu crois. Bien sûr, ça ne l'est jamais, n'est-ce pas? Sa deuxième tentative est arrivée 1 heure plus tard. SMS numéro 2, tu exagères complètement. Traduction, ces actions ont créé le désordre, et d'une manière ou d'une autre, j'étais maintenant responsable de son inconfort. Puis sont venus les messages vocaux. Elle a dû se rendre compte que les SMS ne fonctionnaient pas. Je ne les ai pas écoutés. J'ai lu les aperçus. Quelques lignes désespérées suffisaient. S'il te plaît, décroche. On peut arranger ça. Tu ne me laisses même pas une chance de m'expliquer.
Je n'ai rien fait de mal, vraiment. Danser collé à un autre homme à une soirée que tu m'as cachée. Un comportement totalement innocent, n'est-ce pas? Je pouvais presque l'entendre faire les 100 pas, paniquer. Non pas parce qu'elle m'avait perdu ou je doute qu'elle ait même compris ce que cela signifiait mais parce qu'elle avait perdu le contrôle du récit. Ce soir-là, elle a essayé un nouvel angle. Tu te comportes comme un enfant. La voilà. L'insulte en dernier recours. Quand la manipulation ne fonctionne pas, il passe au manque de respect. Quand le manque de respect ne fonctionne pas, il se pose en victime. Quand la victimisation ne fonctionne pas, il passe à l'agression. Et quand ça ne marche pas, il s'effondre. Vers minuit, elle a laissé un autre message. Celui-ci était différent. L'aperçu était plus long, plus chaotique. Je ne mérite pas ça. Tu me traites comme si j'étais je ne sais même pas ce que tu penses que j'ai fait. C'était juste une danse. Ça ne voulait rien dire. C'est toi qui rends les choses bizarres. Tout le monde danse dans les soirées. C'est normal. Bien. Qu'elle parle. Qu'elle s'explique à un répondeur. Qu'elle essaie tous les tons possibles. La colère, le rire, la fausse confusion, la culpabilisation. Le tout sans un seul mot de ma part. Mon silence était un miroir. Tout ce qu'elle y voyait, c'était elle-même. Le lendemain, les appels ont ralenti. Non pas parce qu'elle s'était calmée, mais parce qu'elle recalibrait sa stratégie. Vers midi, elle a essayé ce message vocal mielleux, celui qu'un bambin utilise quand il est pris en train de voler des biscuits. On peut juste oublier tout ça? Tu me manques. Je t'aime. S'il te plaît, réponds. Amour. Moment intéressant pour se souvenir de ce mot. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un autre type de SMS. Celui écrit après qu'elle l'ait répété devant un miroir pour essayer de paraître rationnel. Je pense que la chose saine à faire est de communiquer. S'enfuir ne résout rien. S'enfuir. Je ne me suis pas enfui. J'ai marché. Calmement, silencieusement, efficacement. Elle chronométrait les messages maintenant, les espaçant, essayant de ne pas paraître désespérée. Elle était toujours désespérée. Vers 19h, elle a finalement craqué et a envoyé la confession qu'elle pensait me ramènerait. Je n'ai dansé avec lui que parce que je me sentais mal dans ma peau et que je voulais ton attention. Je ne voulais pas te faire de mal. Ah oui, sa douleur était maintenant de ma faute. Puis, je ne t'ai pas parlé de la soirée parce que je ne voulais pas que tu surréagisses. Traduction, elle avait prévu de le cacher et aurait continué à le cacher si son collègue n'avait pas gaffé. Sa panique n'était pas d'avoir dansé avec quelqu'un d'autre. Sa panique était que je l'ai découvert. À la tombée de la nuit, elle a essayé d'appeler depuis des numéros masqués. Je les ai laissés sonner. Je ne refusais pas. Refuser leur donne du pouvoir. Ça leur dit que vous regardez. Laisser sonner ne leur dit rien. Elle a envoyé un dernier message avant minuit. Si tu tiens encore à moi, s'il te plaît, décroche. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire. Une crise performative classique. Elle cherchait à être rassurée, pas à assumer ses responsabilités. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai éteint la lampe et je me suis allongé dans le noir, écoutant le silence. Le silence entre ces messages s'allongeait, car lentement, douloureusement, elle commençait à comprendre. Elle avait perdu l'accès à moi. Pas parce que j'étais en colère. Parce que j'en avais fini. Le 5e jour, le silence n'était plus seulement quelque chose qu'elle remarquait. C'était quelque chose qu'elle craignait. Ces messages sont devenus dispersés, désordonnés, bruts. Le ton travaillé avait disparu. Le personnage de « parlons calmement » s'était évaporé. L'angle, ça ne voulait rien dire, ne fonctionnait plus sur un homme qui refusait de montrer une faiblesse émotionnelle. C'est là que l'effondrement karmique a commencé. Je n'ai rien orchestré. Je n'en avais pas besoin. Elle était sa propre équipe de démolition. Ça a commencé par un SMS de sa meilleure amie. Quelqu'un que je tolérais à peine. Quelqu'un qui agissait toujours comme si elle tenait un tableau de score secret de qui méritait qui. Salut, je pense que toi et Chloé devriez parler. Elle passe des jours difficiles. Je n'ai pas répondu. L'ami a réessayé,
elle a dit que tu avais juste disparu. Ce n'est pas cool. Magnifique. Elle avait commencé à tisser sa propre version des événements. Je l'imaginais dire aux gens, il est dramatique, il me ghoste, il est immature. Bien sûr, parce qu'admettre, j'ai caché une soirée, j'ai dansé collé à un type du travail, je me suis fait prendre et maintenant il est parti sans un mot, ne la peignez pas comme la victime. Plus tard dans la soirée, son collègue, celui qui avait gaffé, m'a envoyé un message depuis un numéro inconnu. Mec, je ne voulais pas causer de problème. Je pensais qu'elle t'avait dit. Je n'ai pas répondu, mais ça m'a tout dit. Elle le blâmait maintenant. Elle a dû le confronter au travail. Probablement devant des gens. Probablement avec ce ton sec et défensif qu'elle utilisait quand elle était acculée. J'ai imaginé la scène, elle haussant la voix, les collègues la dévisageant, lui se tenant là, mal à l'aise, alors qu'elle exigeait des explications pour une situation qu'elle avait elle-même créée. Quand les personnes manipulatrices perdent le contrôle, elles deviennent sauvages. Quelques heures plus tard, elle a de nouveau envoyé des SMS, cette fois en rafale rapide. Pourquoi fais-tu ça? On peut arranger ça. Ce n'était rien. Es-tu avec quelqu'un d'autre? Réponds-moi, c'est tout. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, elle a montré les premières fissures de conséquences dont elle ne pouvait pas se sortir en parlant. À 2 heures, c'est à cause de la vidéo? Ce n'était pas si grave. À 2h06, tout le monde était saoul. À 2h09, il était saoul aussi. Tu aurais dû le voir tituber. À 2h11, pourquoi as-tu pris toutes tes affaires? C'est un truc de psychopathe. Ah, la voilà. La solution de repli. Insulter l'homme qui refuse d'engager la conversation. Quand la manipulation échoue, le manque de respect. Quand le manque de respect échoue, le désespoir. À 2h30, un autre SMS. Peux-tu juste me parler, s'il te plaît? S'il te plaît? Son ton s'était brisé. Fini de jouer les durs. Fini de prétendre. Elle n'était pas inquiète. Elle s'effondrait. Et elle ne réalisait même pas le meilleur. Je ne la punissais pas. Je ne jouais pas à des jeux. Je ne faisais rien. Sa chute était entièrement auto-infligée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série de messages vocaux du numéro de sa mère. Une voix que je reconnaissais mais que je n'avais pas entendue directement depuis un moment. Suave, douce, condescendante, le genre de ton, j'ai élevé un ange, qui vous tord l'estomac. Bonjour, mon chéri. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais Chloé est dévastée. On fait tous des erreurs. Tu ne peux pas simplement l'abandonner. Ah oui, la brigade de la culpabilisation familiale. Je n'ai pas répondu. Puis, elle t'aime. Les relations exigent du pardon. Traduction, je me fiche de ce qu'elle a fait, arrange ça pour qu'elle arrête de nous embêter. Vers midi, j'ai reçu le prévisible message final de sa mère, s'il te plaît, appelle-la. Elle n'arrive pas à dormir. Eh bien, moi non plus cette première nuit, mais pour des raisons très différentes. Elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle sombrait. Je ne pouvais pas dormir parce que je digérais la fin d'une relation. Mais je me suis réveillé reposé, concentré, libre. Pendant ce temps, elle s'effritait, essayant tous les angles, toutes les voies, toutes les astuces manipulatrices qu'elle avait jamais utilisées. Et rien de tout ça ne fonctionnait, parce que pour la première fois de sa vie, elle se heurtait à un mur qu'elle ne pouvait ni charmer, ni culpabiliser, ni manipuler, un homme qui n'avait vraiment besoin de rien d'elle. Au coucher du soleil, elle a tenté une dernière réécriture. Si tu es prêt à tout jeter en l'air pour une seule danse, alors je suppose que tu n'étais pas l'homme que je pensais. J'ai ri doucement pour moi-même. Elle croyait toujours contrôler le récit. Elle ne réalisait pas la vérité. La partie qui la frapperait encore plus fort une fois qu'elle la verrait. Je ne jetais rien. Je me débarrassais d'un poids mort. Et elle commençait enfin à comprendre que rien de ce qu'elle disait, pas une seule phrase, ne pouvait changer la seule chose qui la terrifiait, elle avait perdu l'accès à moi. Et l'accès était la seule chose qu'elle avait jamais valorisée. Elle a finalement débarqué en personne. J'étais retourné en ville à ce moment-là, dans un hôtel différent plus près du travail. Je ne me cachais pas d'elle, mais je ne me rendais pas disponible non plus. Je sortais d'un café près de mon bureau quand j'ai vu sa voiture garée de l'autre côté de la rue.
Elle était appuyée contre, les bras croisés, l'air d'attendre depuis un moment. Quand elle m'a repéré, elle s'est redressée, les yeux écarquillés et frénétiques. Pas à ma porte. Elle ne savait pas exactement où je logeais, mais elle avait compris ma routine, mon lieu de travail, le café où j'allais toujours. Je l'ai vue à travers la vitre avant de sortir, debout près du trottoir, faisant les 100 pas, les cheveux plus en désordre que d'habitude, les yeux rouges. Une femme qui était autrefois obsédée par son image avait maintenant l'air déséquilibré. Parfait. Je suis sorti calmement, les mains dans les poches, la posture détendue, comme si je saluais une connaissance lointaine. Je ne me suis pas pressé. Je ne me suis pas raidi. Je n'ai pas réagi à son énergie frénétique. Elle s'est précipitée vers moi comme un ouragan. Pourquoi m'ignores-tu? Elle était proche, trop proche, sa voix se brisant, le souffle court. J'ai fait un pas en arrière. Ses yeux se sont posés sur la distance que j'avais créée. Elle détestait ça. Je t'ai appelé, a-t-elle continué, son ton oscillant entre la colère et la panique. Je t'ai envoyé des SMS, laissé des messages. Tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Ce n'est pas juste. Juste, ai-je répété. Pas avec colère, juste le mot. Plat, sans charge. Elle a tressailli au manque d'émotion dans ma voix. Elle voulait de la colère. La colère est encore une forme d'engagement. Mais je ne lui offrais pas ça. Elle a levé les bras en l'air. C'était une danse. C'est tout. Un moment stupide. Tout le monde était saoul. Tu es vraiment prêt à tout jeter en l'air pour ça? Je n'ai pas répondu. Le silence s'est étiré. Elle l'a comblé, comme je savais qu'elle le ferait. Je n'ai même rien fait. Je n'ai pas triché. Je ne comprends pas ce que tu penses qu'il s'est passé. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la vidéo. Je l'ai tenue en l'air, l'écran face à elle. Pas agressivement, pas de manière accusatrice. Juste une présentation de la preuve. Elle a plaqué sa main sur sa bouche. Pas coupable. Gêné. Et puis elle a dit la phrase qui a tout scellé. Ce n'est pas tu sors ça de son contexte. J'ai rangé le téléphone. Tu as caché la soirée, ai-je dit. Calme, stable. Tu as caché la vidéo. Tu as caché le type. Je n'ai rien caché, a-t-elle argumenté, la voix montant. Je ne pensais juste pas que c'était important. La voilà, la vérité. Elle ne pensait pas que le respect était important. Elle ne pensait pas que la loyauté était importante. Elle ne pensait pas que moi, j'étais important. Elle ne s'en souciait que maintenant parce que j'étais parti. Elle s'est de nouveau avancée, la voix s'adoucissant. On peut juste parler, s'il te plaît? Tu me manques. Je t'aime. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit. Juste ça. Un mot. Son visage s'est décomposé. Pas de chagrin, mais de perte de contrôle. Tu es ridicule, a-t-elle lâché. Tu ne peux pas me juger sur une seule chose que tu as vue. Tu es censé me faire confiance. J'ai légèrement incliné la tête. Ce n'était pas dramatique. C'était clinique. Ce n'est pas à toi de me faire la morale sur la confiance, ai-je dit. Pas après avoir menti. Je n'ai pas menti, a-t-elle insisté. Tu n'as pas dit la vérité, ai-je corrigé. C'est la même chose. Elle a cligné des yeux rapidement, la panique revenant. Et maintenant? Tu me quittes? Juste comme ça? Je suis déjà parti. Son souffle s'est coupé. C'était le premier vrai coup. Tu ne peux pas partir sans une conversation. Tu me le dois. Je ne te dois rien. Pas une hausse de ton, pas un changement de ton. Un fait brut. Elle m'a regardé, abasourdi, comme si je l'avais giflé avec la logique. J'ai continué, tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. C'est tout. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de tristesse, mais de frustration. Elle détestait le manque de levier émotionnel. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Rentre à la maison. On peut arranger ça. Je te jure que je ferai mieux. Je changerai. C'est juste que j'ai besoin de toi.
Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pas avec nostalgie, ni désir, ni douleur. Juste de l'observation. La version de moi qui te tolérait te manque. Elle s'est figée. Et cette version de moi n'existe plus. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, cherchant une réplique. N'importe quoi qui lui redonnerait le dessus. Rien n'est venu. Finalement, j'ai ajouté la dernière phrase. Calme, stable, définitive. Tu n'as plus accès à moi. Elle m'a regardé comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Et je suis parti. Pas de sortie dramatique, pas de dernier regard en arrière, pas d'excuses, pas de douceur. Juste de la distance. Une distance qu'elle ne pourrait plus jamais franchir.